J'espère que vous tenez le coup, que vous gardez le moral. Hier, c'était au tour de l'Algérie de faire entendre sa voix dans le grand théâtre des Nations Unies. Mais pas n'importe quelle voix, celle d'Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne qui s'est exprimé à la tribune dans ce ballet annuel où les puissants viennent réciter leurs ambitions. Et cette fois, ce n'est pas un simple passage rituel, non. Car cette session coïncide avec un tournant historique, une large coalition d'États s'est accordée pour enfin reconnaître la Palestine comme un État souverain, légitime, pleinement intégré dans l'ordre mondial. Un moment que beaucoup attendaient et qui donne à chaque mot prononcé un poids inédit. Comme chaque année, les dirigeants mondiaux ont défilé à la tribune des Nations Unies, une scène planétaire où chacun vient marquer sa présence, sauf un. Fidèle à ses habitudes désormais bien ancrées et malheureusement tenaces, Abdelmadjid Tebboune a encore une fois brillé par son absence. Mis à part une apparition en 2023, son fauteuil reste... J'espère que vous tenez le coup, que vous gardez le moral. Hier, c'était au tour de l'Algérie de faire entendre sa voix dans le grand théâtre des Nations Unies. Mais pas n'importe quelle voix, celle d'Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne qui s'est exprimé à la tribune dans ce ballet annuel où les puissants viennent réciter leurs ambitions. Et cette fois, ce n'est pas un simple passage rituel, non. Car cette session coïncide avec un tournant historique, une large coalition d'États s'est accordée pour enfin reconnaître la Palestine comme un État souverain, légitime, pleinement intégré dans l'ordre mondial. Un moment que beaucoup attendaient et qui donne à chaque mot prononcé un poids inédit. Comme chaque année, les dirigeants mondiaux ont défilé à la tribune des Nations Unies, une scène planétaire où chacun vient marquer sa présence, sauf un. Fidèle à ses habitudes désormais bien ancrées et malheureusement tenaces, Abdelmadjid Tebboune a encore une fois brillé par son absence. Mis à part une apparition en 2023, son fauteuil reste désespérément vide lors des moments clés. Et pourtant, cette session-là était loin d'être ordinaire. De la Colombie jusqu'à la France, en passant par les poids lourds de la scène diplomatique, tous ont convergé vers un thème central, la Palestine. Chaque allocution, chaque prise de position, chaque initiative a tourné autour de ce dossier brûlant. L'Assemblée générale de septembre, ce rendez-vous crucial où l'humanité tente de faire le tri entre ses conflits, ses drames et ses espoirs, s'est déroulée sans que la voix présidentielle algérienne ne s'y fasse entendre. C'est navrant, vraiment. Une fois de plus, et je pèse mes mots, une nouvelle désertion présidentielle qui laisse un vide flagrant, là où la voix de l'Algérie devrait résonner avec force. Comment justifier qu'un chef d'État reste aux abonnés absents quand la planète se réunit pour discuter de son avenir? Ce silence récurrent alimente un malaise, une incompréhension, presque une lassitude. Car un pays comme l'Algérie, riche de son histoire, de son influence passée, a le devoir, oui, le devoir de revendiquer sa place, d'affirmer son rôle, de s'imposer comme acteur incontournable dans les grandes manœuvres diplomatiques. Mais bon, là encore, on touche à un problème beaucoup plus profond. Et ça, c'est un tout autre sujet. Hier, il a finalement pris la parole, c'était attendu, presque inévitable, et il n'a pas eu d'autre choix que de répondre à la charge musclée venue de Bamako. Le Premier ministre de la transition malienne, Abdoulaye Maïga, n'a pas fait dans la dentelle, il a littéralement pilonné les sommets du pouvoir algérien. Qu'on soit clair, son courroux ne visait ni le peuple algérien, ni la nation dans son ensemble. Non, ce sont les figures de l'appareil d'État, les chefs, les décideurs, les têtes visibles du régime qui ont été directement visées. Et dans cette pluie d'attaques, aucune insulte gratuite contre les citoyens, il faut au moins lui reconnaître ce distinguo. Lors de son discours du 26 septembre, il y a à peine 3 jours, sauf erreur, Abdoulaye Maïga n'y est pas allé par 4 chemins. Il a affublé les hauts responsables algériens d'un mot pour le moins savoureux, énergumène. Oui, vous avez bien entendu. Et le lendemain, dans notre émission du 27 septembre, on ne pouvait évidemment pas passer ça sous silence. Le titre disait tout. Le Mali tire à balles réelles sur les dirigeants algériens et Tebboune multiplie les adversaires. À ce rythme-là, c'est une diplomatie de clash pas de paix. Autant dire que tous les regards guettaient la riposte d'Alger. Et ce n'était un secret pour personne, on s'attendait à une réponse musclée. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est l'intensité du tir de retour. Quand le chef de la diplomatie algérienne est monté au créneau, il n'a pas simplement réagi
Il a dégainé une salve verbale d'une brutalité qui surpassait de loin les attaques déjà très rudes lancées par le Premier ministre malien. Là, on n'était plus dans le registre de la diplomatie classique, c'était l'escalade verbale, version survoltée. La joute verbale a franchi un nouveau palier. Après avoir été qualifié d'énergumène par le Premier ministre malien Ahmed Attaf, a décidé de rendre la pareille, mais avec un cran au-dessus. Cette fois, le diplomate algérien n'a pas mâché ses mots pour lui. Abdoulaye Maïga n'est rien de plus qu'un soudard, un soldat brutal sans finesse ni honneur, une insulte bien choisie, taillée sur mesure et balancée comme un crochet verbal en pleine scène internationale. Le duel de vocabulaire est devenu un ring de boxe diplomatique. Voilà ce qui s'est réellement passé, je vais vous en livrer quelques morceaux choisis. J'aurais pu vous passer la vidéo, mais honnêtement, c'est d'un niveau tellement affligeant. L'Algérie, humiliée en pleine assemblée des Nations Unies par son propre voisin, se retrouve à riposter coup pour coup, mot pour mot, une joute d'insultes en mondovision. Un pays autrefois respecté aujourd'hui, transformé en spectacle navrant, et le plus triste, ce Mali avec qui l'on entretenait autrefois une entente solide, un respect mutuel enraciné dans l'histoire. Mais sous la présidence de Tebboune, l'Algérie s'est enfoncée dans les querelles de bac à sable, incapable de se hisser au-dessus des attaques. Une chute de prestige orchestrée à ciel ouvert. Rappelons-le, l'Assemblée générale des Nations unies, ce n'est pas une réunion de quartier, c'est le grand raout mondial, le rendez-vous des 193 membres de l'ONU, tous représentés par leur chef d'État Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. Et au beau milieu de ce théâtre diplomatique planétaire que voit-on, l'Algérie en pleine scène se chamaillant avec son voisin immédiat, comme dans une cour d'école. Devant 183 délégations réunies, oui, 183, elle choisit de laver son linge sale familial sur la place publique. Une performance de mauvais goût, retransmise en direct à toute la planète. Qu'il y ait des tensions avec un État lointain, disons Israël, ou liées à la question palestinienne, passe encore. Un accrochage diplomatique avec un royaume du Golfe, une nation d'Amérique latine ou un partenaire aux antipodes? Bon, on peut en débattre, on peut même relativiser. Mais se retrouver en conflit ouvert avec un voisin frontalier, un pays avec qui l'on partage près de 1400 km de frontières, un passé commun, des liens enracinés dans l'histoire, là c'est un tout autre niveau. On regarde les faits et seulement ensuite on commente. Mais les faits, eux, parlent déjà très fort. C'est donc par cette tirade qu'Ahmed Attaf a choisi de répondre au chef du gouvernement malien. Pour la deuxième année de suite, un dirigeant arrivé au pouvoir par la force des armes a utilisé la tribune des Nations Unies pour viser directement l'Algérie. Et cette fois, les mots n'ont pas été choisis au hasard. Attaf ne s'est pas contenté d'un simple recadrage diplomatique. Il a peint son adversaire sous les traits d'un soudard, ce soldat sans âme, sans honneur et sans vergogne. Selon lui, ce prétendu poète n'est en réalité qu'un provocateur grossier, un maître dans l'art de l'ignominie, un acrobate du caniveau. Une avalanche d'invectives jetées avec mépris, comme pour dire « voilà le niveau de celui qui prétend nous donner des leçons ». On l'a senti piqué au vif, presque à bout. Ahmed Attaf n'a pas mâché ses mots, il a sorti l'artillerie lourde, chaque phrase comme une flèche décochée en plein cœur d'Abdoulaye Maïga. Ce n'était plus une simple réponse diplomatique, c'était un règlement de compte sous les projecteurs. Et ce déchaînement verbal en dit long, la crise malienne n'est pas un simple accroc. Dans le parcours d'Alger, c'est une plaie ouverte qui perturbe jusqu'au plus haut niveau du pouvoir. Clairement, Ahmed Attaf a perdu son sang-froid, et ça se voit. Le mot est tombé comme un couperet putschiste. C'est ainsi qu'Ahmed Attaf a estampillé le Premier ministre malien sans détour ni pincette. Et comme si cela ne suffisait pas, il a enchaîné en le dépeignant comme un militaire rustre dénué de finesse. Mais l'attaque ne s'est pas arrêtée là. Dans un élan général, il a mis tout le gratin du pouvoir malien dans le même sac, les assimilant à une bande de soldats incultes, brutaux et interchangeables. Pour lui, pas de doute, c'est toute la direction de Bamako qui aurait été forgée dans la même matrice de grossièreté. Avec un sarcasme parfaitement dosé, Ahmed Attaf a lancé une invitation peu courtoise mais très claire que les autorités maliennes troquent enfin leur talent inépuisable pour le blâme contre des compétences un peu plus utiles,
comme par exemple gouverner leur propre pays. Il leur a suggéré, non sans une pointe d'ironie bien sentie, de se perfectionner non pas dans l'art de désigner des coupables à tour de bras, mais dans celui de ramener la paix et la stabilité à l'intérieur de leurs propres frontières. Bref, qu'ils se retroussent les manches et s'occupent du Mali au lieu de donner des leçons. Ce que le Mali mérite vraiment, ce n'est pas un régime qui brille dans l'art de pointer du doigt, mais un gouvernement à la hauteur de sa grandeur passée. Ahmed Attaf a martelé que les priorités devraient en être claires: améliorer le quotidien du peuple malien, bâtir un État solide animé par l'efficacité, nourri par la droiture, dirigé par des responsables dont l'intégrité ne soit pas un slogan creux, mais une réalité tangible. Un gouvernement où loyauté et honnêteté ne seraient pas des options, mais des fondations. D'un ton cinglant, Ahmed Attaf a balayé les prétentions de la junte malienne, affirmant qu'elle a lamentablement échoué là où elle prétendait briller. Selon lui, un pays aussi noble que le Mali mérite infiniment mieux que cette poignée de putschistes obnubilés par le pouvoir. Pour l'Algérie, il est impensable de réduire cette nation sœur à un groupe d'individus enfermés dans leur obsession, de régner incapables de concevoir un avenir sans leur mainmise autoritaire sur le peuple. Une vision étriquée indigne de la grandeur historique malienne. Et pour couronner le tout, Ahmed Attaf a osé clore son discours par une déclaration d'intention: « Nous souhaitons préserver de saines relations de voisinage. » Sérieusement, comment espérer entretenir une atmosphère cordiale quand on vient tout juste de traiter les dirigeants d'à côté de tyrans en treillis obsédés par le contrôle de leur peuple? C'est un peu comme si l'Algérie jouait à la maîtresse d'école en distribuant des points de démocratie à ses voisins. Avouons-le, la scène frôle le comique, on sermonne sur les valeurs républicaines, tout en balançant des pavés dans le jardin d'en face. Franchement, on se demande si Ahmed Attaf mesure un tant soit peu la portée de ses tirades. Parce que pendant qu'il distribue des étiquettes de putschiste, à tout va son propre pays, tenez-vous bien, jette en prison une candidate à la présidentielle, Madame Benaza. L'Algérie qui emprisonne l'opposition viendrait donc jouer les gardiennes de la démocratie. C'est un peu comme si un pyromane se proclamait pompier. On frôle le chef-d'œuvre d'ironie politique. À l'écouter, on croirait entendre un diplomate helvétique sortir tout droit de Genève. Sérieusement, on dirait que c'est la Suisse ou peut-être la Suède qui sermonne le Mali sur la démocratie. Vous savez, ces pays nordiques où les urnes sont sacrées, les élections transparentes et où personne ne finit en prison pour avoir osé se présenter. On oublie un peu vite qu'on ne joue pas dans la même ligue. L'Algérie en professeur de vertu démocratique, on croirait presque à une parodie européenne. Pendant qu'Ahmed Attaf déclamait son plaidoyer en faveur des droits de l'homme à la tribune de l'ONU, une scène bien différente se jouait à quelques milliers de kilomètres de là. En Algérie même, un opposant politique était interpellé, manu militari chez lui, perquisition à la clé, tout ça, pour avoir osé critiquer Abdelmadjid Tebboune sur des questions de patrimoine. Et pendant ce temps-là, ironie suprême, le chef de la diplomatie algérienne exigeait du Mali qu'il respecte la démocratie, les droits fondamentaux et l'alternance politique. Quand les actes démentent les discours, le spectacle vire à l'absurde. Et pour conclure le clou du spectacle, la main de l'Algérie reste tendue, déclare Ahmed Attaf avec le ton du sage qui prêche la paix. Mais quelle main exactement celle d'un régime qui lui-même peine à cacher son autoritarisme? Derrière un vernis républicain, il faut oser. On parle d'un pays où en décembre 2019, 10 millions de citoyens descendaient dans la rue, où la Kabylie tournait le dos aux urnes, où les bureaux de vote partaient en fumée. Alors sur quelle base le pouvoir de Tebboune serait-il miraculeusement plus légitime que celui d'Assimi Goïta? Quelle autorité morale permet au régime algérien de délivrer des certificats de légitimité quand lui-même est en rupture totale avec son propre peuple? Au fond, difficile de blâmer Ahmed Attaf pour son agacement. Face aux flèches décochées par Bamako, on comprend qu'il ait perdu patience. Mais à vrai dire, il a lui-même tendu la joue. C'est lui qui en premier a ouvert le feu verbal en traitant les autorités maliennes de menteurs professionnels accusés de propager des fake news et d'inventer des plaintes jamais déposées à la Cour internationale de justice. Bref, il a allumé l'incendie, puis s'est plaint de la fumée. Quand on jette l'huile, il ne faut pas s'étonner que ça prenne feu.
Lorsqu'on pointe du doigt un État souverain et pire encore un voisin en l'accusant d'être une fabrique à mensonges, un distributeur automatique de fake news, il ne faut pas s'étonner de recevoir une volée de bois vert en retour. Que cela plaise ou non, toute attaque appelle une contre-attaque. Attention, je ne dis pas que Abdoulaye Maïga a eu raison de déverser sa colère de manière aussi brutale parce que, oui, ses propos ont franchi un certain seuil, mais pour comprendre cette déflagration verbale, il faut remonter à son déclencheur, le discours incendiaire d'Ahmed Attaf. Et juste après, Bamako n'a pas tardé une mise au point officielle, précise et cinglante. La réponse de Bamako. Un communiqué limpide et acéré. Le Mali ne s'est pas contenté de réagir, il a listé point par point ses griefs contre le régime algérien. L'accusation principale, une ingérence persistante dans les affaires internes du pays. Mais ce n'est pas tout. Selon les autorités maliennes, Alger irait jusqu'à entraver délibérément les opérations de reconquête militaire dans le nord du territoire. Et pour étayer ces dires, Bamako avance une pièce à conviction explosive, un drone malien abattu en plein vol que l'on accuse sans détour l'armée algérienne d'avoir fait tomber sur le sol malien. Une mise au point qui n'a rien de flou, c'est clair, net, tranchant. Franchement, se pointer à l'ONU pour distribuer des étiquettes façon stand de foire, putschiste, soldats rustres, mercenaires sans mandat, c'est un numéro qui frôle le ridicule. Surtout quand on se permet de décréter qui est légitime ou non à gouverner un pays qui n'est pas le sien. Ce genre de jugement, aussi tranchant soit-il, n'a pas à venir d'Alger. La seule instance qui peut accorder ou retirer cette légitimité, ce ne sont ni les micro-onusiens, ni les diplomates offensés, mais bien le peuple malien. Point final. Si l'on veut vraiment jouer au jeu des comparaisons, alors soyons honnêtes jusqu'au bout. A-t-on vu des marées humaines envahir les rues de Bamako pour réclamer la tête d'Assimi Goïta, comme ce fut le cas avec les millions d'Algériens qui ont inondé les avenues d'Alger contre leur propre régime? Pas vraiment. Quelques figures de l'opposition malienne se sont fait entendre, oui, mais rien de comparable en ampleur. Et puis une question qui pique, quand l'Algérie déroule le tapis rouge à Mahmoud Dicko, cet imam salafiste au discours plus que douteux sur le terrorisme, est-ce qu'en creux, elle serait en train de nous dire qu'elle le préférerait à la tête du Mali à la place d'Assimi Goïta? Si c'est ça l'alternative, on marche sur la tête. Mais au fond, qui détient vraiment le droit de trancher sur la légitimité des dirigeants maliens, qui peut évaluer leur crédibilité jaugée s'ils représentent ou non leur peuple? Certainement pas un État tiers, encore moins, un voisin qui peine lui-même à incarner les principes qu'il prêche. Ce rôle revient exclusivement aux Maliens eux-mêmes, à leur opinion publique, à leur société civile, à leurs médias libres, s'ils en disposent, et à leurs forces politiques. Voir l'Algérie s'improviser juge suprême de la démocratie malienne, c'est un peu comme si un funambule titubant se mettait à donner des conseils d'équilibre. Le timing frôle le surréalisme. Le même jour où Ahmed Attaf brandissait les grands principes de démocratie d'état de droit et de respect des libertés devant la communauté internationale, un opposant politique algérien se faisait embarquer pour avoir osé critiquer le président Tebboune. Voilà donc comment l'Algérie mesure la légitimité des institutions par les arrestations arbitraires. Dans ce cas, on est en droit de se demander en quoi Tebboune serait-il plus légitime qu'Assimi Goïta. La question mérite d'être posée sans détour, restons lucides, restons honnêtes. L'Algérie n'est pas en position de donner des leçons de démocratie. Elle ferait mieux de balayer devant sa propre porte. Quand on parle de coup d'État, on pense tout de suite à des militaires en treillis des chars dans les rues et des drapeaux renversés. Mais il existe aussi une version plus subtile, plus raffinée, le putsch par les urnes verrouillées. En 2019, c'est exactement ce qui s'est produit en Algérie. Le peuple, il n'en voulait pas de cette élection. Et pour cause, aucun visage de l'opposition, pas l'ombre d'un candidat libre, juste une brochette bien choisie par le régime lui-même. Une élection à sens unique, scénarisée à l'avance. Et reblotte en septembre 2024 avec le même décor, les mêmes acteurs et surtout, la même illusion de démocratie. On ne débarque pas à l'ONU en se drapant dans la vertu pour sermonner ses voisins quand chez soi l'exemple brille surtout par son absence. Alors fallait-il vraiment qu'Ahmed Attaf réponde coup pour coup, insulte pour insulte? C'est là que le débat s'envenime. Certains ici me lancent
Abdou, sois un peu patriote, ils nous ont craché dessus, ils ont humilié nos dirigeants. Oui, c'est vrai, les attaques maliennes ont été violentes, mais est-ce une raison pour tomber dans le même piège, pour répondre avec les mêmes armes? Clairement non. Descendre au niveau de l'adversaire, c'est lui donner la victoire sans même qu'il la réclame. Au fond, la question n'est pas de savoir qui a tiré le premier, ni de compter les gifles verbales échangées. Non, le vrai sujet le plus dérangeant, c'est celui-ci: comment un pays comme l'Algérie, longtemps vu comme le mentor, le pilier, le grand frère protecteur du Mali, a-t-il pu en arriver là? À se retrouver publiquement invectivé, tourné en dérision par ce même voisin qui l'a tant soutenu. Un voisin qui hier encore l'appelait allié et qui aujourd'hui l'arrose de pics acides sur la scène mondiale. Comment a-t-on basculé d'une fraternité historique à une querelle de famille, exposée en pleine lumière? À quel moment le sable nous a-t-il glissé entre les doigts? Depuis 2023, une crise diplomatique s'est installée entre l'Algérie et les autorités de transition maliennes, et elle s'accroche comme une tache qu'on n'arrive plus à effacer. 2 ans que le malaise dure. 2 longues années durant lesquelles ni Tebboune ni Ahmed Attaf n'ont été capables d'apaiser les tensions. Et pourtant, ce genre de fracture, on n'en voyait jamais sous Bouteflika, ni sous Chadli, ni sous Boumedienne, ni même sous Zeroual. Alors pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Où avons-nous perdu notre capacité à dialoguer avec ceux qui, hier encore, nous considéraient comme des frères? Autrefois, au moindre frisson diplomatique, on voyait surgir de véritables chefs d'État, des figures de la diplomatie aguerrie, qui prenaient l'avion pour Bamako ou convoquaient sans délai une table ronde avec leurs homologues maliens. Ce n'était pas des coups d'éclat, c'était de l'art politique. L'Algérie savait peser dans la balance, elle parlait et on écoutait, parce qu'elle avait des leaders crédibles, entourés, respectés, parce qu'ils savaient faire entendre raison. Et grâce à cette influence discrète mais réelle, les relations avec le Mali étaient teintées de respect, d'alliances sincères et d'une fraternité indiscutable. Tout ce déséquilibre n'a surgi qu'avec l'arrivée de Tebboune. Avant lui, aucun voisin n'avait osé franchir la ligne rouge de l'insulte, et jamais l'Algérie ne s'était abaissée à répondre à une provocation. Nos relations régionales, même tendues, restaient empreintes de retenue. Aujourd'hui, on accumule les accrochages avec presque tous nos voisins. Et franchement, il faut se regarder dans un miroir. Pourquoi? Sous Bouteflika, gardait-on une certaine stabilité? Hormis le Maroc, et encore à l'époque, les tensions étaient sous contrôle, jamais à ce niveau de fracture. Autrefois, jamais on n'avait vu une telle déchirure dans nos rapports diplomatiques. Il n'y avait pas cette atmosphère d'hostilité permanente, ni ce parfum de guerre froide avec nos voisins, qu'ils soient marocains ou maliens. Aujourd'hui même, Bamako hausse le ton et dénonce ouvertement Alger. Cela devrait suffire à nous alerter, quelque chose cloche. Car si l'on revient aux fondations, l'Algérie et le Mali ont tissé des liens solides forgés dans l'histoire. Et quand le Mali rappelle avoir épaulé l'indépendance algérienne, il dit la vérité. Ces pages de fraternité ne devraient jamais être balayées d'un revers de main. Depuis 1963, Alger et Bamako entretiennent des liens diplomatiques officiels. Un jalon majeur fut posé le 8 mai 1983 avec la signature d'un accord fixant les tracés frontaliers. Mais bien avant les protocoles et les traités, il y avait une histoire de fraternité réelle. Le Mali, à peine sorti de la colonisation, a prêté main forte à la lutte armée algérienne. Cet engagement, relaté dans d'innombrables ouvrages, reste gravé comme un acte de solidarité décisif. Modibo Keïta, premier président du Mali, ne s'est jamais contenté de simples paroles. Il a été un pilier actif, un allié précieux du FLN, soutenant de toutes ses forces l'indépendance de l'Algérie. Modibo Keïta avait pris de l'avance sur l'histoire. Dès février 1961, plus d'un an avant le 5 juillet 1962, il reconnaissait officiellement le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ce soutien n'était pas que symbolique, on parlait déjà du front du Mali. À Gao, une véritable base logistique du FLN servait de point d'appui aux combattants algériens. Des décennies plus tard, le 10 mars 2010, un témoignage de Smaïl Konaté, ancien chef de cabinet du gouverneur de Gao, rapportait les paroles de Bakar Diallo en 1961. Il affirmait que l'indépendance de l'Algérie était déjà saluée. Des mots gravés comme la preuve vivante de cette solidarité historique. À l'époque, il occupait le poste de chef de cabinet du gouverneur de Gao.
Dans ses souvenirs, il expliquait que l'indépendance de l'Algérie avait été célébrée à Gao, comme dans tout le Mali, vécue comme une victoire partagée, le fruit d'un même combat contre l'oppression. C'était plus qu'une alliance, c'était de la fraternité. Le Mali, longtemps perçu comme l'allié le plus fidèle de l'Algérie, représentait ce voisin solide et bienveillant. Et pourtant, voilà qu'aujourd'hui, ce frère d'hier se transforme en adversaire. Comment en est-on arrivé là? Voilà la question qui dérange et qu'il faut bien avoir le courage de poser. Avant l'ère Tebboune, aucun nuage ne s'était vraiment accumulé entre Alger et Bamako. Mais depuis son arrivée, les crispations se multiplient. Et pourtant, les archives diplomatiques racontent une autre histoire, un accord sur la coopération en matière d'emploi et de sécurité sociale signé le 24 janvier 2018, un traité juridique bilatéral conclu les 3 et 4 novembre 2016, un protocole relatif à la santé mentale paraphé le 4 février 2018, sans oublier l'entente sur l'échange de savoir-faire judiciaire daté du 15 mai 2017. À cela s'ajouta même un avenant signé le 15 février 2018. Autrement dit, tout semblait cimenté par des accords solides, jusqu'à ce que la politique vienne tout fissurer. Il y avait même un traité sur la protection des végétaux, un autre sur la coopération énergétique, couvrant pétrole et gaz, sans parler du programme culturel 2017-2019. Bref, avant l'ère Tebboune, tout roulait un partenariat pour la construction d'un centre des accords multiples signés, dont celui du 14 janvier 2018, et des échanges réguliers qui cimentaient une entente qualifiée d'excellente. Puis vinrent les secousses, le putsch de 2020 au Mali suivi de celui de 2021 chez nous. Depuis, la dynamique a radicalement changé. Et finalement, que réclament les Maliens? Rien d'extraordinaire, seulement 3 exigences limpides: qu'on cesse de protéger les groupes armés installés aux frontières, qu'on ne bloque pas leurs opérations militaires visant à neutraliser ces factions et surtout qu'on n'intervienne pas dans leur processus de dialogue interne. En clair, ils veulent régler leurs affaires eux-mêmes. Et la question simple, est-ce qu'une puissance étrangère est venue en Algérie à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 pour se mêler du processus de réconciliation nationale et du programme de concorde civile? Non, jamais. Alors pourquoi l'Algérie devrait-elle s'immiscer dans celui du Mali? Nous, Algériens, avons su affronter nos propres crises sans demander à personne de dicter la marche à suivre. Alors pourquoi vouloir imposer au Mali un schéma venu d'ailleurs pendant des années? L'Algérie s'est posée en médiatrice, en intermédiaire incontournable. Mais aujourd'hui, Bamako dit clairement « merci, mais non merci ». Ce qu'il réclame, ce n'est pas un tuteur, mais un voisin fiable et un frère sincère. Leur message est limpide, qu'on les laisse gérer leurs différends par eux-mêmes et qu'aucun groupe armé étranger ne vienne s'implanter sur leur sol. Ces différences, ces malentendus, ces 3 fameuses revendications, tout cela aurait pu être résolu par la voie diplomatique. Entre 2023 et 2025, un véritable artisan du dialogue, un ministre digne de ce nom, aurait pris l'avion pour Bamako, aurait frappé aux portes du palais présidentiel, aurait multiplié les rencontres avec les responsables maliens pour trouver un terrain d'entente. Mais 2 ans se sont écoulés et rien n'a bougé. Pas la moindre avancée, pas la moindre solution. Le Mali a porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. Au début, Alger a balayé ça d'un revers de main en disant que c'était une invention. Mais voilà, la Cour a validé la recevabilité de la plainte. Et que fait l'Algérie? Elle refuse de se soumettre, rejette la procédure, rejette le verdict. Elle évite tout affrontement direct avec Bamako devant les juges. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre? L'Algérie affirme qu'un drone malien fin mars, début avril 2025, a violé son espace aérien. Le Mali lui assure avoir des preuves du contraire. Mais Alger refuse de présenter ses propres preuves devant la justice internationale. Franchement, ça veut dire quoi? Et pendant ce temps-là, Alger prétend vouloir entretenir de bonnes relations de voisinage. Mais soyons sérieux, comment parler de fraternité entre voisins si l'on refuse d'éclaircir les zones d'ombre, si l'on rejette un verdict rendu par une juridiction internationale reconnue pour sa neutralité? La Cour de justice n'a pas hésité à condamner Israël ni même certaines grandes puissances mondiales. Sa crédibilité n'est plus à prouver. Alors pourquoi cette réticence à accepter son jugement si l'on dit rechercher la paix et la confiance avec ses voisins? Si on continue d'avancer tête baissée en méprisant systématiquement le Mali, en refusant d'écouter ses voix,
en lui retirant toute reconnaissance politique et en snobant les mécanismes d'arbitrage. Le message est clair, on agit comme si la force matérielle nous donnait tous les droits. Je suis riche, je suis puissant, donc je peux écraser le faible. Voilà l'attitude implicite. Sauf que le temps des complexes d'infériorité est révolu. Les nouvelles générations de dirigeants africains ne courbent plus l'échine parce qu'un voisin a plus de ressources ou une armée plus imposante. Autrefois, dans les années 1980, certains dirigeants africains nourrissaient ce complexe vis-à-vis des pays du Maghreb. Aujourd'hui, cette logique ne tient plus. Et si l'on persiste à croire que la puissance économique efface toute légitimité populaire, on se trompe lourdement et les conséquences risquent d'en être très amères. Ce sentiment d'infériorité s'est terminé. Les autorités maliennes ne sont plus isolées, Moscou leur tend la main, Ankara les approche, Pékin les sollicite, Bruxelles les appelle Doha et Abu Dhabi les courtise, Washington aussi. Désormais, Bamako a l'embarras du choix pour tisser ses alliances et n'a plus aucune raison de se sentir en retrait. Soyons clairs, les Maliens ne sont pas inférieurs aux Algériens. Nous avons peut-être davantage de pétrole et de gaz, c'est exact. Notre territoire est sans doute plus vaste, c'est vrai. Mais cela ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Les rapports de force matérielle ne sauraient masquer cette vérité sur le plan de la dignité et de la valeur, nous ne valons pas mieux qu'eux. Le Mali n'est pas un pays quelconque, il porte une histoire digne, il possède une élite qui mérite considération et une société civile qui force le respect. Il est temps d'intégrer cette évidence. Le respect ne s'impose pas, il se gagne. Lorsque l'on choisit d'ignorer la valeur des autres, il ne faut pas s'étonner de récolter en retour l'indifférence ou le mépris. Mépriser ses voisins, c'est ouvrir la porte à ce qu'ils nous traitent exactement de la même manière. Voilà la règle immuable des relations entre nations. Il faut quand même se poser la question pourquoi sommes-nous les seuls à multiplier les conflits? Aujourd'hui, l'Algérie se distingue tristement comme l'unique pays africain en tension avec presque tous ses voisins. Le Mali et le Niger, regroupés dans l'Alliance des États du Sahel, sont déjà en opposition frontale avec nous. À l'ouest, la relation avec le Maroc frôle l'état de guerre permanent. En Libye, nous ne parvenons pas à nous entendre avec la moitié des factions, y compris celle de Khalifa Haftar. Finalement, il ne reste que la Tunisie et, dans une moindre mesure, la Mauritanie avec qui les liens demeurent relativement stables. Il faut bien admettre qu'il existe un malaise profond. À part l'exemple du Rwanda en conflit avec le Congo, quel autre pays du continent se retrouve à ce point isolé? La plupart entretiennent des relations correctes, voire solides, avec leurs voisins. L'Alliance des États du Sahel, elle a su bâtir une coalition régionale pour se soutenir mutuellement. Et pendant ce temps, nous accumulons les tensions avec nos partenaires les plus proches, ceux qui devraient être nos alliés naturels. Cette situation n'appelle qu'à une conclusion, c'est à nous de nous remettre sérieusement en question. Jamais l'Algérie n'avait chuté aussi bas dans l'estime de ses voisins. Oui, il faut le dire, sans détour, c'est une véritable descente dans la bassesse. Jamais notre pays n'avait été relégué à un tel rang méprisé, ignoré, détesté à ce point. Le respect s'est effrité, la considération s'est envolée et les critiques se sont multipliées comme jamais auparavant. Même en comparaison avec le Rwanda, jamais nous n'avions connu une telle avalanche de réprobation. Autrefois, l'Algérie disposait de leviers puissants, des réseaux militaires solides, des canaux sécuritaires fiables, des relais diplomatiques efficaces. Tout cela permettait de désamorcer les tensions avec les pays voisins dans la discrétion.